Le violeur Batman. Le violeur Batman est certainement un surnom étrange, et initialement cela semble être une blague. Mais cet agresseur sexuel en série ne doit pas être sous-estimé. Un opportuniste qui a principalement frappé dans la ville de Bath, en Angleterre, le violeur Batman a attaqué au moins 17 femmes, bien qu'il soit tout à fait possible qu'il ait plus de victimes que la police ne le sait pas encore. L'agresseur en série est l'objet de l'enquête sur le viol en série la plus longue de Grande-Bretagne et a échappé à la capture depuis 1991. L'enquête sur ces crimes a été baptisée Opération Aigle et a été dirigée par l'inspecteur de police Paul James jusqu'à sa retraite de la police d'Avon et de Somerset en 2012. Lorsqu'il s'est adressé aux médias à propos de l'affaire, James l'a décrite comme l'une des enquêtes les plus compliquées et les plus longues que la force ait jamais entreprises. Les autorités pensent que le délinquant a frappé pour la première fois le 21 mai 1991, lorsqu'il a attaqué une femme de 36 ans, alors qu'elle essayait de garer sa voiture sur l'avenue de la Couronne à Bath. L'une de ces dernières attaques a eu lieu 8 ans plus tard, le 26 janvier 1999, lorsqu'il a tenté d'agresser une femme de 39 ans sur la voie Forrester. Cependant, les cris de la femme appelant à l'aide l'ont effrayé. En s'enfuyant, il a laissé tomber une casquette de baseball grise délavée avec un logo vert de Batman Forever sur le devant. C'est ainsi qu'il a obtenu son nom. Peu de temps après cette embuscade ratée, l'homme a enlevé une autre jeune femme dans une rue voisine. Sa dernière attaque connue a eu lieu en mai 2000, lorsqu'il a tenté de voler une femme de 26 ans, dont la fille de 7 ans dormait à l'arrière du véhicule. Heureusement, il n'a pas réussi. D'après ce que la police sait jusqu'à présent, toutes les attaques de l'agresseur, sauf une, ont eu lieu à Bath. L'unique anomalie était une agression à Kingswood, près de Bristol, où il a enlevé et agressé sexuellement une femme de 19 ans en septembre 1996. Bien que non identifiée, la police d'Avon et de Somerset a réussi à dresser un profil assez complet de l'agresseur en série. Les autorités pensent que le délinquant a une connaissance géographique détaillée de Bath et opère dans un terrain de chasse spécifique. Ces attaques ont souvent lieu pendant les mois d'hiver, quand il fait sombre la plupart du temps, entre 6 et 8 heures du soir, mais aussi parfois entre 1 et 3 heures du matin. Il cible les femmes seules qui viennent de retourner à leur voiture ou qui sont au ralenti dans leur véhicule. De là, il enlève les femmes sous la menace d'un couteau et en utilisant leur propre voiture, les conduit dans un endroit isolé au sud de la ville avant de les agresser sexuellement. Il est également connu pour utiliser un élastique à cheveux roses comme bandeau et a en outre un fétichisme pour les collants au point que si sa victime n'en porte pas, il lui fera mettre une nouvelle paire qu'il a apportée sur les lieux. Il enlèvera les sous-vêtements de sa victime, mais lui fera remettre ses collants ou mettre la paire qu'il a fournie afin qu'il puisse les déchirer pendant l'agression. Après, l'agresseur ramène les femmes dans la zone d'où elles ont été prises avant de prendre la fuite. Contrairement à de nombreux autres délinquants en série, le violeur Batman ne cible pas un groupe d'âge particulier et n'agresse pas exclusivement des femmes ayant un certain look. Il a attaqué des filles aussi jeunes que 16 ans. Les forces de l'ordre ont ajouté qu'elles pensent que le coupable est dans un emploi non qualifié ou semi-qualifié, peut avoir des liens avec Oldfield Park en 1991, peut vivre vers le sud de Bath, Tor, Claverton et porte parfois un préservatif. Il est connu pour être toujours vêtu de noir et pour porter une casquette de baseball. Et la mère qu'il a tenté de voler en voiture en 2000 l'a décrit comme étant rasée de près, avec une cicatrice sous sa lèvre inférieure et des yeux bleus distinctifs. La police soupçonne qu'il a peut-être des antécédents judiciaires pour des délits de voiture, vu la facilité avec laquelle il entre dans les véhicules. Le coupable de ces crimes est également connu pour ses longues périodes d'inactivité. Entre octobre 1991 et novembre 1994, il semble n'avoir commis aucun crime. Il a également été inactif après novembre 1994 jusqu'en juin 1996. Les enquêteurs ont théorisé qu'il y a eu d'autres attaques pendant cette activité de Llewellyn, mais qu'elles n'ont pas été signalées ou n'ont pas encore été liées à l'agresseur. Cependant, un porte-parole de la police a également suggéré qu'il se peut qu'il vienne rarement dans la région, peut-être pour le travail, ou qu'il ne commet pas de crime lorsqu'il est en couple. Il a également été postulé que le coupable entrait et sortait de prison, ou était absent de la région alors qu'il servait dans les forces armées, en octobre 2000. La police d'Avon et Somerset a distribué des prospectus à 25 000 foyers à Bath,
ce qui en fait la plus grande distribution de prospectus de l'histoire des enquêtes criminelles britanniques. Le prospectus demandait aux résidentes de remplir une liste de contrôle concernant des amis, des connaissances, des collègues, des voisins ou des proches qui pourraient correspondre au profil suivant. Homme blanc, de corpulence mince ou moyenne, âgé de 30 à 50 ans, connaît bien Bath, a un lien avec Bristol, en particulier Kingswood, sait conduire, a un fétichisme des collants, où il pourrait demander à des partenaires sexuels de porter des collants et aime déchirer les collants, porte parfois des casquettes de baseball, et a suscité des soupçons avec des absences de son domicile pendant la soirée et les premières heures de la matinée. Bien que cela ne semble pas avoir abouti à des pistes fructueuses, à peu près à la même époque, l'émission Crime Watch de la British Broadcasting Corporation a également présenté un segment sur l'affaire, où les forces de l'ordre ont fait appel au public pour obtenir des informations. Après la diffusion de l'émission, les autorités ont reçu des appels de 6 femmes qui étaient ou des victimes du violeur Batman et qui n'étaient ou pas encore venues ce qui témoignaient. Les enquêteurs ont également reçu les noms de plusieurs suspects potentiels, dont un fils de diplomate britannique. Ni le nom du diplomate, ni celui de son fils n'ont jamais été rendus publics, mais les dates d'inactivité de l'agresseur coïncident avec les dates où le fils était hors du pays avec son père. Bien que les détectives aient visité le pays où se trouvait son père pour savoir si des attaques similaires s'étaient reproduites pendant qu'il était là avec son fils, il n'y a eu aucune confirmation à savoir si c'était le cas ou n'était pas le cas. En fait, il n'y a eu aucun article sur le diplomate ou son fils en ce qui concerne l'affaire du violeur Batman. En janvier 2001, les services de sciences médico-légales au Royaume-Uni ont utilisé la technique de profilage acide désoxyribonucléique, faible nombre de copies, ou à faible nombre de copies, pour isoler les empreintes acides désoxyribonucléiques de l'agresseur. Pour comparaison, ils ont commencé à prendre des écouvillons d'environ 2000 hommes dont les noms étaient apparus dans l'enquête. Cependant, cela ne semble pas avoir fait avancer l'affaire. Les autorités enquêtant sur l'enlèvement et le meurtre de Melanie Hall, âgée de 25 ans, en juin 1996, n'ont pas exclu un lien entre le meurtre et l'implication du violeur Batman. Melanie a disparu après une soirée à Bath, et on sait que le violeur Batman a tenté de voler une voiture à une femme sous la menace d'un couteau dans le même quartier de la ville, quelques heures avant que Melanie ne soit enlevée. En août 2021, il n'y a toujours pas de nouvelles mises à jour dans l'affaire. Bien que les autorités aient confirmé que l'affaire est toujours en cours et fait l'objet d'une enquête, le coupable n'a pas encore été traduit en justice. Les enquêteurs pensent qu'il y a d'autres victimes de lui qui ne se sont pas manifestées et trouvent étrange qu'il ait été inactif pendant 2 décennies. Ils n'ont pas exclu la possibilité qu'il soit maintenant décédé. Si vous avez des informations sur le violeur Batman, vous pouvez appeler Crime Stoppers anonymement au 0800 555 111. Le tueur de la vallée de la rivière Connecticut. C'était au milieu des années 80, lorsque 3 jeunes femmes ont disparu de la ville de Claremont dans le New Hampshire aux États-Unis. En 1985 et 1986, 2 ensembles de restes squelettiques ont été découverts à 1000 pieds, l'un de l'autre dans le village de Kellyville. Bien que le mauvais état des corps ait rendu difficile pour les experts de déchiffrer leur cause de la mort, il a finalement été établi que ces pauvres jeunes femmes avaient succombé à des blessures par couteau. Entre la découverte de ces 2 corps, le 3e a été trouvé. Cette victime aussi est morte suite à une attaque au couteau. Suite à ces découvertes, les enquêteurs ont commencé à se demander s'il y avait un tueur en série en activité dans la région. Ils ont commencé à enquêter sur les homicides précédents dans le New Hampshire et ont lentement commencé à assembler les pièces qu'il y avait un tueur en série en liberté le 24 octobre 1978. Kathy Milliken, une jeune femme de 27 ans qui travaillait pour une maison d'édition, était en train de photographier des oiseaux à la réserve naturelle de Chandler Buck Wetlands à New London, New Hampshire. Cependant, elle n'est jamais rentrée chez elle ce soir-là. Le lendemain, son corps a été découvert non loin du lieu où elle avait été aperçue la dernière fois. Il portait 29 coups de couteau. Plusieurs années plus tard, le 25 juillet 1981, Mary Elizabeth Critchley, une étudiante de 37 ans à l'Université du Vermont, a disparu près de l'Interstate 91, à la frontière entre le Massachusetts et le Vermont. Quelques semaines plus tard, le 9 août, son corps a été découvert dans une zone boisée le long de Unity Stage Road, à Unity, New Hampshire. En raison de l'état de décomposition, le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause du décès de la jeune femme.
Puis le 30 mai 1984, Bernice Quartermensch, une aide-soignante de 17 ans, est partie avec l'intention de faire de l'autostop pour voir son petit ami à Newport. Elle a été vue pour la dernière fois par la mère de son petit ami à Claremont et prévoyait de faire de l'autostop le long de la route 12 du New Hampshire. Bernice, qui devait rejoindre son petit ami au travail, a ensuite été portée disparue. 2 ans plus tard, en avril 1986, ses restes ont été trouvés par un pêcheur. L'examen médico-légal du corps de Bernice a révélé qu'elle avait subi une blessure à la tête et plusieurs coups de couteau à la gorge. Le 20e juillet, moins de 2 mois après la disparition de Bernice, Ellen Freed, une infirmière superviseure de 27 ans à l'hôpital régional de Valley à Claremont, s'est arrêtée tard dans la nuit pour utiliser une cabine téléphonique dans la région. Elle a parlé avec sa sœur pendant 1 heure avant de commenter qu'il y avait une voiture qui allait et venait dans les environs, ce qu'elle trouvait étrange. Ellen s'est ensuite éloignée du téléphone un instant pour s'assurer que son moteur démarrait avant de revenir. Elle a discuté quelques minutes de plus avec sa sœur avant de raccrocher. Le jour suivant, Ellen ne s'est pas présentée au travail et sa voiture a été retrouvée abandonnée sur la route de Jarvis Hill, à quelques kilomètres de l'endroit où elle avait utilisé le téléphone public. 1 an plus tard, en septembre 1985, ses restes ont été retrouvés dans une zone boisée près des rives de la rivière Sugar, à Kellyville. Une autopsie a révélé qu'elle avait été poignardée à plusieurs reprises et agressée sexuellement. Le 10 juillet 1985, Eva Morse, une mère célibataire de 27 ans, a été vue faisant de l'autostop près de la frontière de Claremont et Charlestown, dans le New Hampshire sur la route 12. C'était la dernière fois que l'on a vu la jeune femme vivante. En 1986, ses restes ont été trouvés par des bûcherons à environ 500 pieds de l'endroit où les restes de Mary Elizabeth Critchley ont été découverts en 1981. Il y avait des preuves qu'elle avait été poignardée au cou. Et pourtant, les affaires ont continué. Le 15 avril 1986, Linda Moore, 36 ans, jardinait devant chez elle à Saxtons River, Vermont. Elle vivait apparemment en vue de l'Interstate 91. Le soir, son mari est rentré à la maison pour la trouver morte à cause de multiples coups de couteau, et la maison était en désordre, montrant qu'une lutte avait eu lieu. L'attaque de Linda a été liée au meurtre de la vallée de la rivière Connecticut, en raison du timing et de la nature violente de l'attaque, qui impliquait un couteau. Malgré le fait que ce meurtre soit assez différent des autres, car la femme de 36 ans a été attaquée à l'intérieur de sa maison, et son corps n'a pas été jeté dans les bois par la suite. Des témoins ont signalé avoir vu un homme légèrement trapu, aux cheveux noirs, avec un sac à dos bleu rôdant près de la maison ce jour-là. Il a été décrit comme ayant entre 20 et 25 ans, avec un visage quelque peu rond et des lunettes à monture noire. Il était également rasé de près. 1 an après la disparition de Linda, un portrait robot de l'homme a été réalisé et diffusé, bien qu'il n'ait jamais été identifié. Le 10 janvier 1987, Barbara Agnew, une infirmière de 38 ans, rentrait chez elle après une sortie de ski avec des amis à Stratton, Vermont, quand elle a disparu. Plus tard dans la soirée, un conducteur de chasse-neige a trouvé sa BMW verte sur une aire de repos en direction du nord de l'I-91, à Hartford, Vermont. La porte était entrouverte et il y avait du sang sur le volant du véhicule. Quelques mois plus tard, en mars de 1987, le corps de Barbara a été retrouvé près d'un pommier à Heartland. Elle avait été poignardée à mort. Les enquêteurs ont noté qu'il y avait eu une forte tempête de neige la nuit de la disparition de la trentenaire, mais qu'elle n'était qu'à 10 miles de chez elle, les laissant incertains quant à la raison pour laquelle elle se serait arrêtée. Cependant, les détectives en ligne ont proposé l'idée qu'elle pensait qu'il valait mieux attendre que la tempête se calme, avant d'essayer de rentrer chez elle en voiture. Puis, pendant environ 18 mois, il semblait que le tueur de la vallée de la rivière Connecticut avait enfin cessé. Puis, le 6 août 1988, Jane Borowski, âgée de 22 ans et enceinte de 7 mois, s'est arrêtée dans une épicerie fermée à West Swansea, sur le chemin du retour d'une foire de comté à Keene, dans le New Hampshire. Un distributeur automatique se trouvait à l'extérieur du magasin, où Jane a acheté une boisson avant de retourner à son véhicule. Dans la voiture, elle a remarqué une Jeep garée à côté d'elle et dans son rétroviseur, elle a vu le conducteur de la Jeep marcher autour de l'arrière de sa voiture. Il s'est arrêté à sa fenêtre et a demandé si le téléphone public fonctionnait, avant de saisir Jane, 22 ans, et de la tirer hors de la voiture. Alors qu'elle se débattait, il l'a accusée d'avoir battu sa petite amie et a demandé si elle avait des plaques du Massachusetts. Quand elle leur a dit qu'elle n'en avait pas, qu'elle avait des plaques du New Hampshire,
l'homme ne semblait pas s'en soucier et a plutôt sorti un couteau qu'il a utilisé pour poignarder Jane 27 fois avant de la laisser mourir. Après l'attaque horrifique, la future mère est montée dans sa voiture et a commencé à conduire vers la maison d'un ami proche en suivant la route 52 du New Hampshire. En s'approchant du bâtiment, elle a réalisé avec effroi que la Jeep de son agresseur était juste devant. Quand Jane est arrivée chez son ami, les occupants l'ont secourue. Le Jeep a fait un demi-tour et a lentement passé la maison avant de s'éloigner rapidement. Après, Jane a été traitée à l'hôpital, où l'étendue des dommages causés à son corps a été révélée. Elle avait souffert d'une veine jugulaire coupée, de 2 poumons effondrés, d'une lacération rénale et de tendons coupés dans ses genoux et l'un de ses pouces. Miraculeusement, Jane et son bébé ont survécu à l'attaque. Jane a pu travailler avec la police pour créer un portrait robot de son agresseur, et elle a également pu leur fournir les 3 premiers caractères de la plaque d'immatriculation du Jeep. Bien que les autorités aient pu réduire les options à 350 véhicules, elles n'ont jamais pu localiser la voiture exacte, ni le conducteur qui a attaqué Jane. La femme de 22 ans se rappelle aussi que le criminel s'est lassé quand elle a arrêté de lutter. Après cette agression, les meurtres de la vallée de la rivière Connecticut ont cessé. Il y a eu plusieurs suspects dans cette affaire au fil des ans. Le premier étant un jeune homme qui a avoué le meurtre d'une adolescente au milieu des années 80. Heidi Martin, 16 ans, a quitté sa maison pour aller faire un jogging à Heartland, Vermont le 20 mai 1984, mais n'est pas rentrée à la maison. Son corps a été retrouvé le lendemain dans une zone marécageuse derrière l'école primaire de Heartland, et il a été découvert qu'elle avait été agressée sexuellement avant d'être poignardée à mort. Un jeune homme de 21 ans nommé Delbert Tolman a avoué le crime et a été jugé pour cela. Cependant, Tolman s'est ensuite rétracté et a été acquitté. Étrangement, le corps de Barbara Agnew retrouvé en 1987 était à seulement 1 mile de l'endroit où celui de Heidi Martin avait été abandonné. Au fil des années, Tolman a vécu à Bellow Falls, Springfield et Windsor, dans le Vermont, ainsi qu'à Claremont dans le New Hampshire. Environ une décennie plus tard, en 1996, il a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de conduite obscène et lascive avec un enfant et emprisonné à la prison du comté de Lake en Floride pour non-respect des exigences d'enregistrement des délinquants sexuels. Il a ensuite été libéré en octobre 2010. Le fait qu'il soit toujours soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Heidi Martin est ce qui a donné naissance à la théorie selon laquelle il pourrait être le meurtrier de la vallée de la rivière Connecticut. Cependant, à ce jour, il n'existe aucune preuve publiquement disponible montrant que Tolman était l'auteur ou était impliqué dans l'un de ces meurtres. Un autre suspect dans cette affaire était un homme nommé Gary Westover, un paraplégique de 46 ans de Grafton, New Hampshire, qui a dit à son oncle, un ancien adjoint du shérif du comté de Grafton à la retraite, qu'il avait une confession à faire. Westover a dit à son oncle, Howard Minan, qu'en 1987, ses amis sont venus le chercher pour ce qu'il pensait être une soirée festive. Son fauteuil roulant fut chargé dans la camionnette, puis le quatuor partit pour le Vermont. Ici, Westover a prétendu qu'ils avaient enlevé et assassiné Barbara Agnew, la dernière victime du tueur de la vallée de la rivière Connecticut, avant de jeter son corps. Westover a noté les noms de ses amis, et Minan a transmis l'information aux autorités, mais a eu l'impression que les enquêteurs n'étaient pas intéressés par l'histoire. Westover est décédé en mars 1998, tandis que Minan est décédé en 2006, bien qu'il ait raconté à sa femme et à sa fille l'aveu de son neveu avant sa mort. En août 2006, l'une des tantes de Westover a écrit une lettre à Anne Agnew, la sœur de Barbara, avec les informations données par le 46 ans avant sa mort. Anne a transmis cette lettre à une détective privée nommée Lynn Marie Carty, qui soupçonnait que Westover avait rencontré un homme nommé Michael Nicolaou dans un hôpital du Vermont, et que Nicolaou était peut-être le tueur de la vallée de la rivière Connecticut. Il n'a cependant jamais été confirmé que les deux se sont rencontrés. Carty avait été engagé à l'origine pour enquêter sur la disparition de la première femme de Nicolaou, Michelle, qui a disparu du Massachusetts en décembre 1988 et dont la famille soupçonnait que Nicolaou l'avait tuée. Avec le temps, Carty a commencé à penser qu'il y avait plus chez l'ancien soldat que ce qui apparaissait en surface. On rapporte que Nicolo a eu une enfance instable et a grandi dans plusieurs quartiers difficiles. Après avoir été pilote d'hélicoptère durant la guerre du Vietnam, il est retourné aux États-Unis, avec un grave trouble de stress post-traumatique, et a été traité pour cela. Dans les années 1980, il a ouvert un magasin de pornographie
mais a rapidement été accusé de vendre du matériel indécent, et 2 semaines plus tard, son magasin a été cambriolé. L'entreprise s'est rapidement effondrée. En 1988, il travaillait comme plaquiste. Ses amis et associés prétendaient qu'il gagnait sa vie en travaillant à des emplois occasionnels et en vendant de la cocaïne à côté. Certains d'entre eux ont également noté qu'ils pensaient que Nicolaou avait une soif de sang et ont déclaré qu'il avait tué jusqu'à 30 civils pendant la guerre. De plus, on sait qu'il a vécu dans la région de la vallée de la rivière Connecticut pendant toutes les attaques sauf 3, pendant lesquelles il vivait en Virginie. Finalement, Nicolos a traqué sa 2e femme jusqu'en Floride, où il l'a tuée ainsi que sa fille avant de retourner l'arme contre lui-même. Il aurait épargné son beau-fils. Selon les rapports de presse, les enquêteurs ont demandé que l'acide désoxyribonucléique de Nicolos soit comparé aux preuves trouvées sur les lieux des crimes du tueur en série, mais il y a peu de rapports sur ce qui s'est passé par la suite, avec une mention que les résultats étaient non concluants. De nombreux détectives en ligne ne croient pas que Nicolos était responsable des crimes, le comparant davantage à une bombe à retardement, plutôt qu'à quelqu'un qui planifiait méticuleusement des crimes et traquait ses victimes. De plus, beaucoup pensent que la détective privée, Carty, essaie simplement de s'insérer dans l'affaire pour la gloire ou pour stimuler son entreprise. D'autres ont proposé l'idée que plusieurs tueurs étaient à l'œuvre dans ce cas. Par exemple, le meurtre de Linda Moore ne semble pas correspondre aux autres crimes, et Jane Borowski aurait bien pu être attaquée par un homme qui l'avait confondue avec quelqu'un d'autre. Cependant, à ce jour, les forces de l'ordre pensent toujours que tous ces cas sont liés. Si vous avez des informations sur le tueur de la vallée de la rivière Connecticut et ses victimes, vous pouvez contacter les unités d'affaires non résolues de l'unité des crimes majeurs de la police d'État du New Hampshire au 60-327-12663. Et voilà, vous avez les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, pour aussi peu que 2 $ par mois. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité, et je vous verrai la prochaine fois. Merci.